L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Franchement, je m'y attendais pas. Après plusieurs semaines à ne parler que de rumeurs de transfert et de trade machine, je pensais que vous alliez vouloir qu'on se pose un peu sur la saison en cours, mais non. Le sondage a été très clair. Vous avez préféré un sujet de fond, presque NBA Studies, sur le rôle des role-players dans la ligue moderne. Un sujet qui m'a été proposé en MP par un abonné. Et au final, ça me régale, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de décortiquer un sujet comme ça en profondeur. Du coup, si vous voulez avoir vous aussi votre mot à dire sur les prochaines vidéos, ça se passe sur le canal Instagram, vous le savez. Je balance les sondages le week-end, vous votez et vous programmez la chaîne. C'est ainsi qu'aujourd'hui on va se poser pour une vraie question basket. Comment les role-players sont devenus essentiels dans la NBA moderne? Comment on est passé de l'époque où tout tournait autour d'une ou deux superstars, puis des super teams, à une ligue où le moindre spot-up shooter, le moindre 3&D ou le moindre pivot qui pose des écrans peut faire basculer une série de playoffs. Pour ça, on va parler construction d'effectifs, spacing, contrat, analytics, mais aussi mentalité. Ces mecs qui ne sont pas des têtes d'affiche et qui pourtant tiennent debout les projets des plus grosses franchises. Alors installez-vous bien, servez-vous un bon café pour rester concentré, ça va être très dense, on lance ça tout de suite. Alors pour commencer, pourquoi parle-t-on autant des role-players là en ce moment au cours de la saison 2025-2026 et pourquoi on en parlait moins avant ? Déjà, si on prend les 3 derniers champions, on a une réponse très concrète. Les Nuggets 2023 gagnent le titre parce que Jokic est injouable, ok, mais le match qui plie les finales à Miami, c'est le Game 4, où Aaron Gordon a presque 30 points et où Bruce Brown sort du banc mais plus de 20 pions en tuant le dernier quart. Un an plus tard, les Celtics 2024 roulent sur la ligue parce qu'ils alignent Tatum et Brown, mais aussi Derrick White, Jrue Holiday, Porzingis, Horford, sans jamais avoir un maillon faible. White est carrément décrit comme une superstar du rôle, le gars qui fait tout bien, tout le temps. Et en 2025, le Thunder est champion avec Shea en MVP, mais surtout avec une rotation à 9 voire 10 joueurs où tu as Jalen Williams, Chet, Dort, Isaiah Joe, Caruso, Hartenstein et aucun spot que l'adversaire peut cibler tranquillement. Et là où ça devient intéressant, c'est que cet impact des role-players n'est plus juste une impression de nerds qui regardent tout en détail. Non, c'est devenu le cœur des discours autour de la ligue, c'est devenu une espèce de brique essentielle lorsque l'on construit son effectif. Si on zoome sur la saison actuelle, on le voit partout. Le Thunder, après son titre, repart sur un début d'année monstrueux, et ce dont on parle, ce n'est pas seulement des cartons de Shea, c'est de la façon dont l'équipe reste forte quand il sort. Hartenstein tourne à plus de 10 rebonds en étant d'une propreté folle. Caruso arrive du banc pour étouffer le meilleur arrière d'en face et garder l'attaque fluide. En parallèle, des articles entiers listent les X-Factors du banc. Naz Reid à Minnesota, Bobby Portis à Milwaukee, Trey Murphy à New Orleans, Tari Eason à Houston, Peyton Pritchard à Boston, Podziemski aux Warriors, Max Strus à Cleveland. Ce sont des mecs à 10, 12, parfois 15 points de moyenne, qui défendent, qui posent des écrans, qui coupent au bon moment et que les previews présentent comme clé de voûte de la saison de leur franchise. Pour moi, le message derrière tout ça est simple. Avant, pour construire une franchise, on se concentrait principalement sur la star et sur son lieutenant. Aujourd'hui, on est dans une ligue où tu ne peux plus espérer le titre sans 5, 6, 7, 8 role-players d'élite capables de jouer en playoff sans être ciblés. Ainsi, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un petit peu dans le temps. Dans les années 80-90, la NBA c'est vraiment le basket des postes. Tu as ton meneur organisateur, ton arrière-scoreur, ton ailier slasher, ton poste 4 au post-up et ton pivot scotché dans la raquette. Les spécialistes sont ultra rangés, et même les dirigeants pensent comme ça. Il nous manque un vrai 5, il nous faut un 2 scoreur, point barre. Et à mon sens, la bascule a eu lieu quand la ligue a décidé de changer ses règles. À partir des années 2000, tu enlèves le hand-check, tu autorises les aides et peu à peu, jusqu'à aujourd'hui, tu montres avec les stats que les tirs à 3 points et au cercle valent beaucoup plus que les longs tout. Les coachs étirent le terrain et veulent des line-up capables de switcher. En parallèle, les data guys arrêtent de parler de postes 1, 2, 3, 4, 5. Ils se concentrent sur les fonctions, créateurs, shooters qui étirent le jeu, protecteurs de cercle, gardes défensifs, connecteurs. Petit à petit, on passe de quel poste tu joues à quelle fonction tu remplis sur le terrain dans l'équipe. Pour moi, le symbole de la NBA en 2025, c'est vraiment ça, un basket de rôle plutôt qu'un basket de poste.
Aujourd'hui, le joueur moyen, si on caricature, c'est un ailier d'un peu plus de 2 mètres, costaud, qui peut défendre plusieurs positions, prendre ses 3 points en catch and shoot, attaquer un close-out, poser un écran, faire circuler la balle sans être une star. Aaron Gordon est censé être un 4, mais il défend du 2 au 5, coupe, pose des écrans pour Jokic, finit les actions. Jaden McDaniels est noté forward, mais il combine défense sur le meilleur extérieur adverse et adresse extérieure élite. Et quand tu regardes un roster comme le Thunder, entre Dort, Jalen Williams, Joe, Caruso, Hartenstein, tu as une armée de mecs entre 1m93 et 2m13 qui changent de tâche d'une possession à l'autre. Tout le monde sait un peu tout faire, mais chacun doit être excellent dans 2 ou 3 rôles bien précis. Vous captez l'idée, aujourd'hui, même les stars doivent avoir un rôle dans un système, et tout le monde, d'une certaine façon, est devenu un role player. Le truc, c'est que le basket de rôle a vraiment explosé avec la révolution du tir à 3 points. Pendant longtemps, la ligne à 3 points c'était presque un gadget. Au début des années 2000, on est encore à seulement une quinzaine de tentatives par match. Puis dans les années 2010, ça s'envole. En 2019, on dépasse déjà les 30 tirs primés par équipe. Et aujourd'hui, en 2025-2026, on flirte avec les 40 tentatives par soir, avec des équipes comme Boston ou Golden State qui vivent derrière l'arc. Résultat, les attaques jouent en 4-out, voire en 5-out, non pas pour que tout le monde shoot, mais pour que la défense soit obligée de respecter chaque mec sur le terrain à chaque seconde. Et je pense que c'est dans ce genre de système que la vie des roleplayers a basculé pour de bon. Parce que dans ce contexte, ton 4e ou ton 5e joueur sur le parquet ne peut plus être un simple passager. Dans les années 90, tu pouvais cacher un intérieur qui ne savait pas tirer mais qui défendait très fort, ou un ailier qui ne vivait que sur l'énergie. Aujourd'hui, si ton poste 4 ou ton pivot n'est pas capable de mettre ses tirs ouverts, les défenses l'ignorent et viennent doubler la star sans réfléchir. A l'inverse, regardons le Thunder 2025-2026. Autour de Shea et Chet, tu as Isaiah Joe qui prend une tonne de tirs extérieurs avec une adresse énorme. Et ailleurs, t'as des mecs comme Trey Murphy ou Sam Hauser qui tournent à près de 40% de loin sur gros volume. Ils ne portent pas l'attaque, mais ils tiennent le spacing. Sans eux, les couloirs pour les stars se referment tout de suite. Et en parallèle, forcément ça fait partie du jeu, les défenses se sont adaptées pour survivre à ce déluge de tirs extérieurs. Aujourd'hui, beaucoup de coachs défendent en switch sur les écrans pour ne jamais laisser un shooter complètement ouvert. Ils envoient aussi des aides depuis le milieu de la raquette pour fermer les drives plein axe et forcer la star à lâcher la balle. Du coup, les roleplayers ne doivent pas seulement savoir tirer, ils doivent enchaîner les close-out, attaquer une défense qui arrive pleine vitesse sur eux, faire la passe supplémentaire vers un coéquipier encore plus libre. Quand Dallas remonte 15 points parce que PJ Washington plante série sur série à 3 points, ce n'est pas juste qu'il est chaud, c'est le résultat d'un système où chaque spot sur la ligne est une vraie menace que la défense doit respecter sous peine de prendre un run. Pour moi, la conclusion à tout ça, elle est évidente. Dans une NBA où ça arrose à presque 40 tirs à 3 points par match, tu ne peux plus cacher personne. Si ton roleplayer ne sait pas tirer, s'il ne sait pas se déplacer dans le bon timing, s'il devient une cible en défense, il se fait punir en 2 possessions. C'est exactement pour ce genre de raison que la valeur de ces mecs-là, aujourd'hui, a complètement explosé. Et une fois qu'on a compris ça, il y a un archétype qui saute aux yeux dans la NBA moderne. L'ailier 3&D aujourd'hui c'est vraiment la monnaie premium de la ligue. On parle de mecs autour des 2 mètres avec des grands bras capables de défendre 2 ou 3 postes, de prendre le meilleur scoreur adverse sur le périmètre et en même temps d'envoyer leurs 4, 5, 6 tirs à 3 points par soir sans faire baisser le spacing. Là où dans les années 90 ton poste 3 servait surtout à défendre et couper vers le cercle, en 2025 un wing incapable de punir de loin devient un problème structurel. Les défenses modernes l'ignorent, surchargent la star et ton attaque se rétrécit d'un coup. À mes yeux, c'est exactement pour ça que ce profil est devenu aussi cher et aussi recherché. Regardez les Celtics champions 2024 pour voir ce que ça donne au plus haut niveau, même si ce ne sont pas des ailiers à proprement parler, Derrick White et Jrue Holiday ne sont pas les premières options. Pourtant, on parle d'eux comme des superstars parmi les roleplayers. White tourne à une quinzaine de points, plante plusieurs tirs à 3 points par match, tout en étant l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Holiday, sur cette même campagne, combine adresse longue distance et mission permanente sur le meilleur arrière d'en face. Ces mecs ne réclament pas la balle, mais ils tiennent la structure en attaque et en défense autour de Tatum et Brown. Et le truc, c'est que ce modèle-là s'est généralisé dans absolument toute la ligue, et surtout chez les équipes ambitieuses. En 2025-2026, tu retrouves des profils de ce type partout. Jaden McDaniels à Minnesota passe ses soirées sur les gros créateurs adverses tout en sanctionnant en catch and shoot. OG Anunoby à New York change le visage des Knicks dès qu'il est sur le terrain grâce à sa défense du poste 2 au poste 4 et à son tir longue distance. Herb Jones à New Orleans, lui, est passé du simple stopper au vrai 3&D premium grâce au progrès de son tir. Pour moi, ces mecs symbolisent pleinement ce que la NBA d'aujourd'hui attend d'un roleplayer. Ce ne sont pas des stars de la création, mais ils cochent toutes les cases qui comptent en 2025. Ils acceptent de vivre sans le ballon, ils prennent les match-ups les plus durs, ils tiennent le rythme des attaques à 40 tirs à 3 points par match, et surtout, ils sont jouables en play-off des 2 côtés du terrain. Comme ils sont rares à combiner vraie défense d'élite et tir fiable, les franchises les paient comme de l'or. Si tu veux être contender en 2025, il te faut des stars, oui, mais surtout 2 ou 3 ailiers 3&D de ce calibre pour que tout le reste fonctionne. Et une fois qu'on a compris à quel point les 3&D sont vitaux, il faut aussi regarder ce qui se passe un peu plus près du cercle.
Parce que le grand moderne, c'est vraiment une créature à part. On parle de pivots ou d'intérieurs qui vivent surtout de verticalité, poser des écrans, rouler fort vers le cercle, protéger l'arceau, prendre les rebonds et finir au-dessus du monde. Ils ne demandent pas la balle au poste, mais sans eux, ton attaque perd sa menace au cercle et ta défense s'écroule. À mon sens, c'est l'un des plus gros shifts de ces dernières années, le poste de pivot. Dans les années 90, ton big était une option offensive majeure de haut panier. Aujourd'hui, le même gabarit sert surtout de moteur vertical. Il pose l'écran, roule, attire les aides, ouvre des lobes et nettoie tout au rebond. C'est exactement ce qu'on a vu à Dallas il y a 2 ans, quand les arrivées de Derek Lively puis de Daniel Gafford ont transformé chaque pick and roll en menace au-dessus du panier. Et ça a aussi complètement changé la manière dont on regarde aujourd'hui un vrai protecteur de cercle. Rudy Gobert reste l'archétype ultime de ce rôle et c'est pour ça qu'il est payé autant. Minnesota construit une défense d'élite autour de sa simple présence et attaquer le cercle quand il est sur le terrain, c'est presque aussi rentable qu'un 3 points contesté. Il ne plante pas 20 points par match, mais il verrouille la zone la plus précieuse du terrain, soir après soir. Et derrière les superstars défensifs comme lui, t'as encore toute une classe de grands qui eux aussi arrivent à faire gagner leur team dans l'ombre. Isaiah Hartenstein à OKC est un exemple parfait. Signé pour être le pilier intérieur du Thunder autour de Shea et Chet, il vit d'écrans, de short roll, de rebonds offensifs et de finitions très efficaces près du cercle. Tu enlèves ce type de big sur quelques matchs et d'un coup, ton rebond, ta protection du panier et même la fluidité de ton attaque plonge. Et vraiment, c'est en play-off que l'on voit à quel point ces profils conditionnent absolument tout. Les finales de Dallas l'ont bien montré récemment. Tant que Gafford et Lively sont là pour monter au-dessus du panier, les défenses sont obligées de respecter la menace lob en permanence, ce qui a libéré Doncic et les shooters. Dès que cette menace disparaissait, tout le monde pouvait rester plus haut sur la ligne à 3 points, et l'attaque devenait beaucoup plus prévisible. Vous voyez où je veux en venir, tu peux avoir le meilleur backcourt du monde, sans un grand qui domine verticalement en play-off, ton plafond restera limité. Pourtant, une fois que tu as ta star, tes shooters et ton grand qui domine au cercle, il te manque encore un profil pour essayer de maximiser encore plus tes chances de titre. Parce que la NBA moderne repose aussi sur des mecs qui ne vivent pas dans les highlights, mais dans les interstices de chaque possession. Ce sont les connecteurs offensifs qui font la passe avant la passe, posent le bon end-off, coupent pile au bon moment. Un Derrick White à Boston, par exemple, c'est ça à plein temps. Il score autour de la quinzaine de points, distribue, pose des écrans, remonte la balle quand Brown est trappé et garde tout le système fluide. Bruce Brown, que ce soit sur le titre des Nuggets 2023 ou dans son rôle actuel à Denver, c'est la même idée en version couteau suisse. Une action, il pose l'écran pour le meneur. L'action d'après, il coupe dans le dos, où il finit sur un short roll. En gros, ces mecs sont sous-estimés, mais ils sont un petit peu les chefs d'orchestre cachés du basket moderne. Les glue guys, eux, ajoutent encore une couche par-dessus. Josh Hart, Onyx, cette saison, c'est l'exemple parfait. Sur la feuille, il tourne autour d'une dizaine de points, mais aussi un gros volume de rebonds pour sa taille et un paquet de passes. Dans la réalité, tu vois surtout un gars qui fait tout ce que personne n'a envie de faire. Il prend des rebonds offensifs au-dessus des plus grands que lui, il coupe dès que Brunson est pris à 2, il monte la balle si le meneur est essoufflé, il se jette sur chaque ballon qui traîne. Quand New York enchaîne les séries de victoires, tu peux presque toujours pointer un match où Hart a changé le ton avec son activité. Et en parallèle de ça, on peut aussi citer les soldats de l'ombre en défense. Les point of attack defenders sont ceux qui prennent le meilleur porteur de balle adverse du début à la fin du match. Leur boulot, c'est de naviguer dans les écrans, de rester collé aux créateurs, de casser le rythme des attaques qui vivent sur le pick and roll. Alex Caruso au Thunder, depuis le titre 2025, c'est exactement ce profil. Il tourne à moins de 15 points, mais il change complètement ce que l'attaque en face peut faire. Il presse tout terrain, il gratte des interceptions, il force les stars à donner la balle plus tôt, et en plus, il met suffisamment de tirs ouverts pour rester jouable en attaque. C'est là, en fait, je trouve que les datas modernes ont complètement changé la perception qu'on pouvait avoir de ces roleplayers. Aujourd'hui, avec le vidéo, le tracking et toutes les métriques avancées, les franchises voient beaucoup mieux l'impact de ces connecteurs, de ces glue guys et de ces chiens de garde sur le porteur de balle. On peut mesurer les écrans qui offrent un tir ouvert, les coupes qui libèrent un corner, les possessions où la star en face galère parce qu'un Caruso ou un Hart lui rentre dedans à chaque écran. Résultat, ces profils sont beaucoup mieux payés, beaucoup plus recherchés qu'avant, même si leur moyenne tourne à 10 points. Pour moi, c'est simple, tu peux faire la miniature avec la superstar, mais si derrière tu n'as pas ces mecs-là pour tenir l'édifice, ton projet s'arrête très vite en play-off. Et je le répète, mais si on veut voir à quel point les role-players ont pris le pouvoir, il suffit de regarder les derniers champions. Les Nuggets 2023, déjà, c'est l'exemple parfait, on retient Jokic et Murray, mais la série contre Miami bascule sur tout ce qu'il y a autour. Aaron Gordon passe son temps à défendre fort sur Butler et à punir dès que le hit le laisse seul. Bruce Brown sort du banc, ferme des matchs dans le dernier quart. KCP prend les extérieurs adverses, met ses tirs ouverts et apporte son expérience de champion. Puis ce schéma, on le retrouve encore l'année suivante, c'est devenu une espèce de mode, une tradition chez les vainqueurs. Les Celtics 2024 ont montré ce que ça donnait quand tu avais 2 stars et une armée de role-players de luxe. Jrue Holiday signe une finale énorme pour une simple 3ème option. Derrick White joue les pompiers permanents. Horford tient la baraque à l'intérieur et même derrière la ligne. Porzingis force les défenses à rester collés à lui, même diminués, et Dallas ne trouve jamais de vraie faiblesse à cibler. Et le Thunder, champion 2025, parlons-en forcément, parce qu'ils ont réussi à pousser le curseur encore plus loin.
Sur le papier, on raconte surtout la légende de Shea MVP et de Chet Holmgren en lieutenant, mais la vérité c'est que le titre s'est gagné à 10, voire à 12, peut-être même à 15. Jalen Williams peut prendre feu sur un match de finale, Dort prend les missions défensives les plus sales, Isaiah Joe étire le terrain avec son volume de tir à 3 points, Kayson Wallace sort de nulle part pour fermer un carton. Derrière, Alex Caruso harcèle les meneurs adverses, Hartenstein sécurise le rebond et finit tout près du cercle. En 2025-2026, quand OKC repart sur un début de saison de malade, tout le monde le dit clairement, Shea est le visage, mais la vraie force de frappe, c'est la densité de la rotation. D'ailleurs, en parlant du Thunder, c'est le moment parfait pour glisser un mot sur le sponsor de la vidéo, Winamax. Parce que là, honnêtement, OKC est en train de démarrer la saison en trombe, sur un rythme de malade. Ils enchaînent les victoires, ils jouent ensemble et pour le moment, ils sont dans les clous pour flirter avec le record des Warriors, les fameuses 73 victoires de 2016. Bien sûr, il peut encore se passer 1000 choses, blessures, creux, calendrier plus dur, mais si le Thunder garde ce rythme-là et finit par au moins égaler ce record, il y a une cote complètement folle à 6 sur Winamax. En gros, si ce scénario de saison historique se réalise, tu fais x6 sur ta mise, ce qui est énorme pour un pari long terme sur une équipe qui, aujourd'hui, joue clairement comme un prétendant à ce record. Pour moi, c'est typiquement le genre de pari à long terme qui colle parfaitement à ce qu'on est en train de vivre actuellement autour d'eux. Et le truc intéressant, c'est que si vous voulez vous positionner là-dessus, vous pouvez profiter de l'offre de bienvenue Winamax via mon lien en description. Le principe est simple, votre tout premier pari est remboursé en cash jusqu'à 100€ s'il est perdant. On parle bien de cash, pas de free bet. Concrètement, si vous misez 100 balles sur le Thunder qui égale ou bat les 73 wins et que ça passe, vous touchez 600€ en fin de saison. Si ça ne passe pas, vous récupérez votre mise immédiatement sur votre compte en banque. Pas mal non, à mes yeux, c'est une façon assez intelligente de partir sur un gros bet sans forcément partir en mode kamikaze dès le début. En plus de ça, avec Winamax, on vous a calé un petit bonus maison. Si vous rentrez le code le6ème lors de votre premier dépôt, vous recevrez 10€ supplémentaires en cash. Là encore, ce n'est pas un bon d'achat chelou, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser comme vous le voulez sur la plateforme. Pour moi, le vrai délire, c'est ça, en profiter pour rêver un peu. Par contre, à côté de ça, surtout, faut garder la tête froide. Parce que là, gros rappel important, les paris sont strictement interdits aux mineurs, et même si vous êtes majeur, ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous sentez que ça commence à vous prendre trop de place, que vous forcez les mises ou que vous jouez pour vous refaire, faites une pause, parlez-en, faites-vous aider, il n'y a aucune honte à ça. L'objectif, c'est de vibrer devant les matchs, de rajouter un peu de piment sur une saison déjà folle, pas de se mettre dans le rouge. Et si vous n'êtes pas fan des paris à long terme, comme le Thunder à 73 wins et que vous voulez des résultats plus immédiats, il y a évidemment d'autres options plus rapides. Toutes les offres dont je viens de parler s'appliquent aussi sur des paris beaucoup plus courts. Une victoire simple de votre team ce soir, un écart de points si vous sentez un blowout ou un joueur qui explose au scoring si vous suivez bien les dynamiques offensives des équipes. Vous pouvez vibrer sur un match cette nuit, profiter du remboursement de 100€ en cash sur le premier pari en cas de défaite, utiliser le code le6ème pour gratter les 10€ bonus, et tout ça en soutenant la chaîne via mon lien en description. Il y a vraiment de quoi vous faire plaisir avec ces offres si vous restez prudent. Mais revenons à nos role-players et à ces équipes comme les Nuggets, les Celtics et le Thunder qui ont remporté le titre au moins en grande partie grâce à eux. Pour moi, la morale de cette histoire est limpide. Les titres, aujourd'hui, ne se jouent pas seulement sur la superstar au devant de la scène, ils se jouent aussi sur les joueurs de l'ombre qui l'entourent, cette superstar. Et ce qui est fou, c'est qu'à mes yeux, tout ça est aussi étroitement lié au portefeuille, mais aussi au nouveau CBA, le contrat qui régit la NBA actuellement. En gros, le second apron, c'est la ligue qui te limite, en te disant « Ok, tu peux être riche, mais pas non plus totalement inconscient ». Aujourd'hui, t'as le salary cap, la luxury tax au-dessus, puis les premier et second apron. Une fois que tu passes le deuxième, tu perds presque tout tes jouets. Plus de vrai mid-level exception pour aller chercher un bon role-player, plus de gros montage de salaire, des choix de draft qui peuvent être gelés. Le modèle 3 Supermax plus 10 vétérans au minimum, celui des super teams d'il y a 10 ans, devient presque impossible à tenir sur la durée. Et forcément, ça change complètement la manière dont les équipes regardent leurs role-players. La valeur se joue surtout dans la tranche intermédiaire, entre le rookie et la superstar. Les contrats à 15, 20, 25 millions, c'est devenu le vrai nerf de la guerre. C'est là que tu places tes Derrick White, tes Jaden McDaniels, tes Josh Hart, tes OG Anunoby, tes Hartenstein, tes Caruso. Des mecs qui ne sont pas des franchise players, mais qui peuvent être ton 3e ou 4e meilleur joueur en playoff sans jamais être ciblé. Pour moi, on est vraiment passé du fantasme super team plus bricolage pour construire le banc et la profondeur à deux monstres avec une armée de soldats autour. Tu le vois partout cette saison, Minnesota accepte de payer très cher McDaniels parce que sans un ailier élite en défense qui met ses tirs, le projet autour d'Edwards plafonne. Les Knicks misent fort sur OG parce qu'un vrai wing all défensif qui shoot, ils n'en trouveront pas deux. OKC bloque une grosse partie de son budget non-star sur Hartenstein et Caruso parce qu'un pivot qui sécurise tout au cercle et un garde all défensif qui met ses 3 points valent plus aujourd'hui qu'une fausse 3ème star qui t'emmène direct au second apron. En réussir plusieurs, c'est ce qui transforme tes role-players en colonne vertébrale d'une équipe de titre. Aujourd'hui, la star attire les lumières, mais c'est vraiment l'économie autour du CBA qui met les role-players au centre de la construction.
Et là, la question suivante est logique, même si on l'a déjà évoqué un peu plus tôt. Tout ça, sur le terrain, ça ressemble à quoi? En playoff, la NBA devient vraiment une ligue d'ajustement millimétrée autour des rôles. Avant une série, les staffs ne se demandent plus seulement qui va défendre la star, mais qui va chasser le shooter en sortie d'écran, qui va coller au porteur de balle, qui va dépanner côté faible, qui va organiser les end-off et les short rolls. C'est simple, chaque role player part en mission, et d'une série à l'autre, voire d'un match à l'autre, son job peut changer complètement en fonction du game plan. Et c'est souvent justement dans cette faculté à assumer et à changer de rôle que tu arrives, selon moi en tout cas, à évaluer la valeur d'un effectif profond. Au final, aujourd'hui, on s'en fout d'avoir un vrai meneur, de vrais ailiers, un vrai pivot. Non, on veut tout un tas de joueurs qui peuvent multiplier les tâches qu'ils peuvent effectuer sur un terrain. Les matchs basculent souvent sur un role player qui change de rôle en plein milieu du combat. Aaron Gordon qui se transforme en mur sur les ailes après avoir été ciblé en attaque. Derrick White qui passe d'option numéro 4 à meneur bis quand Boston a besoin de varier les angles. Isaiah Joe qui sort du banc et prend feu parce que tout le système a été pensé pour le libérer en sortie d'écran. Ces gars-là ne sont pas les têtes d'affiche, mais ils sont les leviers d'ajustement. Ce sont eux que les coachs déplacent sur l'échiquier pour répondre à chaque problématique de la série. Seuls les rosters bourrés de role-players complémentaires permettent réellement aux coachs de s'ajuster quand la série commence à brûler. Maintenant, après tout ce qu'on vient de dire sur les ajustements et le CBA, il y a aussi un truc à poser clairement, la manière de penser le basket qui a complètement changé. Tu n'es plus juste meneur ou ailier fort, tu es l'initiateur principal, le gars qui met la pression sur le cercle ou le shooter qui étire le terrain, le protecteur de panier, le défenseur qui colle à la star adverse. Et en 2025, quasiment tous les joueurs entre 1m95 et 2m05 savent un minimum dribbler, passer, tirer, défendre plusieurs postes, mais chacun doit être vraiment élite dans 2 ou 3 rôles bien précis pour que la machine tourne réellement. Et pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que la notion de role player a changé de dimension. Dans ce modèle, un role player peut être, en impact réel, le 2e ou 3e meilleur joueur de ton équipe. Derrick White à Boston n'a pas de stats de ouf, mais il cumule création secondaire, défense extérieure de haut niveau et spacing constant. Jaden McDaniels à Minnesota, c'est pareil, officiellement simple forward, mais en vrai, il coche les cases de wing stopper, défense sur certains gardes, finisseur en transition et shooter fiable en catch and shoot. OG Anunoby à New York, lui, empile les missions de stopper sur l'aile, de 3&D solide et de cutter qui punit dès que la défense s'endort. Sur la feuille, ce sont des rôles. Dans les faits, ce sont des pièces centrales du projet de leurs équipes. En gros, maintenant, presque tout le monde sait un petit peu tout faire, mais tout le monde ne sert pas à tout. La grande différence avec les années 90-2000, à mes yeux, elle est là, dans la polyvalence. Avant, beaucoup de role-players étaient des spécialistes très limités. Le shooter de coin qui ne dribble jamais, le big qui ne fait que protéger le cercle, le meneur qui organise sans regarder le panier et ne pense jamais à scorer. Aujourd'hui, ce profil survit beaucoup moins. Un role-player moderne doit attaquer sans ballon, comprendre le jeu, accepter de vivre en spot-up, couper au bon moment, mais aussi tenir plusieurs postes en défense. Un Josh Hart, un Herb Jones, un Alex Caruso, un Trey Murphy en 2025-2026, ce sont des gars qui peuvent changer de mission d'un soir à l'autre sans que le niveau baisse. Et c'est exactement pour ça que dans cette NBA de rôle, plus que de position, les équipes qui gagnent sont celles qui alignent 8 ou 9 joueurs qui savent précisément quel rôle ils doivent remplir, et qui les jouent à un niveau élite. On en est vraiment là dans la NBA d'aujourd'hui, on s'en fout de qui est meneur ou qui est pivot, on réfléchit à qui peut occuper le plus de rôles différents un soir sur l'autre autour de ta star. Et si on se projette un petit peu dans le futur, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça change, au contraire ça peut même s'amplifier. J'imagine ça devenir encore plus hardcore, une ligue remplie de grands extérieurs entre 1m98 et un peu plus de 2m05 qui peuvent tout faire correctement avec une ou deux compétences dans lesquelles ils sont vraiment monstrueux. Jaime Raquez Jr. à Miami par exemple, c'est déjà ça, du scoring, du rebond, de la passe, du post-up, du tir extérieur, de la défense sur plusieurs postes. Jalen Williams à OKC, même si je veux bien débattre sur le fait que c'est un role player, c'est la version encore plus star dans ce costume, capable de porter la balle, de finir, de défendre sur des arrières ou des ailiers tout en acceptant de rester derrière Shai dans la hiérarchie. Pour moi, ces mecs-là, c'est vraiment l'espèce de teaser, de bande-annonce de la prochaine génération de role-players dans la grande ligue. En parallèle, les micro-rôles vont continuer à se développer. Isaiah Joe à OKC, c'est la machine à spacing. Kayson Wallace et Alex Caruso sont les chiens de garde sur le porteur. Jalen Williams ou Luguensdorf défendent du 1 au 4, aident côté faible, coupent au bon moment. Chaque micro-compétence devient un vrai job dans la rotation. Le truc, c'est que même les stars n'y échappent plus. Elles aussi doivent devenir absolument polyvalentes. Et ça, pour moi, ça ne trompe pas. Aujourd'hui, SGA n'est pas juste un scoreur à plus de 30 points. Il est aussi le premier rideau défensif d'une équipe qui vise le top défensif all-time. Luka, à Los Angeles, n'est pas qu'un scoreur, il est jugé sur sa capacité à partager la création. Wembanyama ou Chet, c'est la même, on les regarde comme des backbones défensifs, mais qui doivent aussi être capables d'adapter leur rôle en attaque selon les role-players autour. Aujourd'hui, on est dans une NBA où les role-players sont essentiels, oui, mais où aussi tout le monde doit savoir tout faire. D'ailleurs, là-dessus, j'ai vraiment envie de vous entendre. Selon vous, actuellement, quels sont les role-players les plus impactants de la NBA ?
Vous rêveriez de mettre qui autour de votre star préférée et comment définiriez-vous la notion de role player justement dans cette NBA de 2025-2026 ? Dites-moi en commentaire comment vous voyez leur importance et comment ça va évoluer selon vous. Comme d'hab, je suis chaud pour débattre et comme d'hab, je répondrai à tous les commentaires qui seront écrits pendant les premières 24 heures. Alors à vos claviers, je compte sur vous pour me faire péter la section com. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas la section boost aussi, elle est essentielle. Vous n'avez plus d'excuses et moi je vous dis à très vite.